Allez, on a dit qu'on allait se remettre en question, hein, Frédéric Seize. On est les deux seuls journalistes sur ce plateau. C'est nouveau cette haine du politique par les médias ou pas? C'est pas nouveau. Du politique pour les médias, je veux dire. C'est pas nouveau parce qu'on a vu ça sous la Troisième République. Bon, à ce point-là. Non, alors voilà. Oui. Ce qui est nouveau, c'est alors d'abord les termes utilisés. Là, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Quand on lit dans l'intégralité son texte sur son blog, on a quand même des frissons. Parce qu'il présente les médias comme des adversaires de la démocratie, avec une vision qui est extrêmement cohérente. Il explique en début de texte et en fin de texte que les médias, dans sa vision à lui, sont aux mains de 9 milliardaires. Bon. Alors ça entre, pour répondre à votre question, ce qui est nouveau, c'est que ça entre en résonance avec une idée aujourd'hui largement partagée, largement par plus de 60% des Français, selon laquelle les médias sont influencés par des lobbies, par des puissances d'argent, par des sensibilités politiques. Donc que les médias ont perdu leur indépendance. Ça, c'est la première. La deuxième nouveauté qui est quand même très frappante dans le contexte actuel, c'est l'addition que votre documentaire présente très bien. C'est-à-dire que si vous additionnez Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, que l'on n'a pas vu, Laurent Wauquiez, si on additionne les voix de toutes ces personnalités ou la proportion de gens qui peuvent être sensibles à leur discours, on dépasse la moitié de la population française. Donc on est sur quelque chose de très profond. Alors, il y a les raisons que je viens d'invoquer. Je crois qu'il y a des raisons qui sont très profondes et qui dépassent ce que peuvent bien faire ou pas les médias ou d'autres, ou les politiques, je ne sais pas. On n'est jamais parvenu, et notamment en France, même si le phénomène n'est pas uniquement français, mais notamment en France, on n'est jamais parvenu à penser les corps intermédiaires de manière générale, depuis la Révolution française. C'est vrai pour les médias, c'est vrai pour les églises, dont on se demande toujours ce qu'on va en faire, c'est vrai pour les syndicats. Et au fond, se construit, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, une stratégie qui est extrêmement puissante, qui consiste à dire « je suis l'incarnation du peuple, je suis le peuple ». Jean-Luc Mélenchon ne parle plus de la gauche, il n'y a pas le terme de gauche, il n'emploie plus ça du tout. Il est lui-même le peuple. Dès lors, les médias l'embêtent. Si vous êtes le peuple, pourquoi avez-vous des gens qui vous posent des questions, qui vous contestent, tout ça, c'est très embêtant. Et plus il critique les médias, plus il construit sa légitimité. Mais est-ce que ça a une résonance ou pas? On est allé traîner notre micro justement au congrès du Front National cet après-midi, qui se passe à Lille, on en a parlé en première partie, et on a interrogé du coup un certain nombre de militants FN. Écoutez ce qu'ils nous disent. Les médias roulent pour Macron? Oui, tout à fait, monsieur. Là, ils l'ont préparé, ils l'ont fabriqué, Macron. On est allé le sortir. Les médias sont évidemment contre tout ce qui est contre ce système-là, système qui favorise bien évidemment celui qui aujourd'hui est à la tête du pays. C'est une désinformation totale, c'est la vérité. D'ailleurs, si vous étiez... et je pense que parmi vous, il y a des gens honnêtes et qui le savent très bien. Regardez comment sont faits les débats. Les débats sont toujours... il y a toujours 2-3 personnes qui ne sont pas là pour lui poser des questions, mais pour combattre le Front National. C'est ça le problème. Vous cirez les pompes, oui, effectivement. Et je pense que vous mangez grassement. On ne peut pas vraiment aborder tous les sujets sans être attaqué en permanence ou faire l'objet d'une analyse un peu partiale. Moi, c'est un peu ça qui me gêne. Alors, nous sommes là face à des militants du Front National. Frédéric Seize, on va se regarder un petit peu le nombril et se poser la question, parce qu'on a promis qu'on se remettait en question. Est-ce que parfois, ils n'ont pas un peu raison, ces militants ? En fait, ce qui est très frappant chez chacun des partis politiques qui ont été interrogés, c'est qu'ils ont l'impression de faire eux-mêmes l'objet d'un traitement différent de la part de la presse. On écoutait François Fillon pendant la campagne présidentielle avec Les Affaires. Il disait « Autant les médias sont à peu près justes avec les autres, autant avec moi, ils sont extrêmement injustes, ils sont extrêmement violents, ils sont de parti pris. » Le Front National dit pareil, dit Emmanuel Macron, il est mieux traité que nous, et nous, c'est chaque fois de la violence, etc. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas autre chose. Chaque fois qu'il va quelque part, il dit pourquoi la France insoumise est traitée de cette manière-là. En fait, ce qu'ils ont du mal à reconnaître, c'est que souvent la presse, avec ses défauts, avec parfois du suivisme, il faut le reconnaître, en tout cas essaye de porter la contradiction. Et donc quand on est militant, forcément au niveau de l'épiderme, ça fait un peu plus mal quand on voit son camp se faire un peu bousculer que le camp des autres. Et oui, on mais est plutôt eux, ils d'accord. disent les journalistes sont pas là pour porter la contradiction. En fait, il y en a un qui dit ça, qui dit attendez, normalement, on devrait pouvoir interroger Marine Le Pen sur son programme, ce qu'elle a envie de faire, etc. Et pas forcément être là pour porter la contradiction, justement. Oui, mais dans ce cas, il faut qu'il se reporte aux organes de presse néo-modernes qui existent maintenant, qui s'appellent les chaînes des partis politiques. Le Front National fait ça depuis maintenant des années, avec ses propres vidéos, ses propres interviews de Jean-Marie Le Pen, qui font d'ailleurs souvent l'objet de bêtisiers, tant les questions, effectivement, sont corrosives, comme on l'imagine. Voilà, s'il faut servir la soupe, ça existe déjà, ça s'appelle les organes de parti. Il y a 100 ans, c'était des journaux de partis politiques. Maintenant, ça s'appelle des chaînes YouTube, ça existe. Les médias ne sont pas là pour ça.
Alors, Roland Quérol, votre avis à vous là-dessus, sur j'allais dire ce désamour, mais on peut carrément parler de haine par moment, mais entre ces politiques-là et les médias. C'est un peu compliqué, parce que, en effet, c'est une vieille histoire. Moi, j'ai fait, il y a 20 ans, un bouquin qui s'appelait « Médias et démocratie, la dérive ». Et je pense qu'il y a souvent des raisons de critiquer les médias. On va me dire, vous y passez votre temps. Oui, raison de plus. Vous les connaissez bien, pour le coup. Je connais un peu. Quelles raisons les raisons qu'ils disent. La mode, le fait qu'on cède à des choses parce qu'elles sont en train de se passer et qu'on gonfle les gens qui sont en train de faire bouger les choses sans voir le reste, le suivisme, le fait que l'actualité haletante fait que on s'intéresse à ce qui est à la surface et pas au mouvement profond de la société, plein de choses. Et l'inconvénient, c'est que, moi je le dis, mais quand on voit des journalistes répondre sur les attaques anti-médiatiques des politiques, on a le sentiment, alors vous me direz, ça existe aussi chez les profs, chez les avocats ou chez les pharmaciens, d'un certain corporatisme. Comme s'ils se défendaient tous ensemble, défendre une profession, une corporation. C'est-à-dire que je comprends quand on est attaqué, le peut-être que c'est parce que cette corporation et cette profession est attaquée dans son ensemble, pour le coup. On dit, on entend, on va en parler à notre grand témoin tout à l'heure, les journalistes, vous dites n'importe quoi. Et parce que les journalistes dans l'opinion, je parle là sur le contrôle de François, les journalistes dans l'opinion ont partie liée avec le monde politique et avec le monde de l'influence. Pas seulement d'ailleurs, parce que si on prend les 3 professions les plus décriées par les Français, ce sont les journalistes, les politiques et les prostituées. Donc voilà, c'est une situation compliquée et qui s'est dégradée au fil des années. Ce sentiment d'une espèce de complicité un peu dévoyée s'est dégradé. Mais ce qui est intolérable dans la façon dont parlent des médias les politiques aujourd'hui, c'est cette façon de faire comme si l'ensemble des médias était une espèce de parti médiatique, comme le dit Mélenchon, contre lequel il faut donc développer un mouvement de haine. Vous vous rendez compte où on en est? Alors, on est quand même dans un pays qui bénéficie, malgré des puissances d'argent, malgré l'influence de tel ou tel, qui bénéficie de ce qu'on appelle la liberté de la presse. Et ça n'est pas rien. Et c'est même le fondement même des démocraties pluralistes. Et voilà qu'on a des gens qui viennent nous dire qu'il faut développer la haine contre ce système. C'était une vieille tradition de l'extrême droite et d'une partie de l'extrême gauche. Mais ça devient très envahissant et à mon avis, ça pose un problème pour la démocratie française que des partis et des partis représentés au Parlement, des partis très représentés d'ailleurs dans les médias, viennent ensuite se plaindre. Alors, ce sont les médias qui les ont largement faits. Alors, on va pouvoir en parler avec notre grand témoin. Cette haine des médias serait une noble cause. On a voulu demander donc à un proche de Jean-Luc Mélenchon comment il le justifie. Eh bien, venez vous installer. Notre grand témoin du soir. Bonsoir, Gérard Miller. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur de ce site Le Média. Oui. Ce média, donc on va en parler ensemble. Je voudrais simplement d'abord vous poser la question, cette haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. On en a parlé pendant que vous étiez en train de vous faire maquiller tout à l'heure, et notamment François-Mickey Marty disait c'est d'une violence extrême. Comment est-ce que vous justifiez cette phrase de Jean-Luc Mélenchon sur son blog ? Il faut peut-être donner, même si je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, il faut peut-être donner l'ensemble de la phrase. Ce qu'il dit juste après, c'est qu'il évoque le fait qu'il faudrait avoir une position un peu plus raisonnable, un peu plus rationnelle. Donc, le premier point, c'est y a-t-il ou non une haine dans ce pays ? Le mot est terrible, épouvantable. Y a-t-il une haine à l'égard des journalistes, des médias ? Je dirais antipathie incontestablement, méfiance incontestablement, haine sans doute. Je le vois notamment, puisque je suis toujours prof à la fac, chez les plus jeunes. Ils ont à votre égard une attitude mais déplorable, que je regrette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre que vous regrettez, mais Jean-Luc Mélenchon, il emploie ce mot-là. Il dit la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Mais je vous donne ma position. Vous me demandez quelle est ma position. Je vous dis que moi, je regrette absolument ça, mais je reconnais en effet... Je reconnais en effet que cette antipathie, cette haine, cette colère, cette méfiance, elle est justifiée. C'est-à-dire que je vous ai écouté juste à la fin, juste avant d'entrer,
il ne faut quand même pas se surprendre de la situation présente. C'est très vrai qu'aujourd'hui, nous sommes, depuis l'élection de M. Macron, dans une nouvelle situation. C'est-à-dire que autant M. Fillon, Mme Le Pen, Mélenchon, Hollande ont été, je dirais, plus ou moins bien traités par les médias, autant aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que je trouve incroyable la façon dont l'actuel président, pour qui j'ai voté d'ailleurs au deuxième tour, est traité. Quand vous parlez avec mes étudiants, ils vous disent « mais c'est incroyable, pendant toute la campagne présidentielle, on a eu l'impression qu'il fallait absolument qu'on vote pour Macron à cause de la menace Le Pen. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, parce qu'ils regardent mes étudiants, ils regardent Paris Match, ils regardent le journal du dimanche, on a l'impression effectivement que partout, Macron est présenté de façon quand même très positive. Je vous prends juste un détail que j'adore, notamment sur les photos. Regardez les photos, par exemple, de Mélenchon, il fait toujours la gueule. Je veux bien croire qu'il est plus vieux et moins beau que Macron. Sur toutes les photos, Macron a l'air d'être un jeune premier. La seule fois où il a été un petit peu moins beau... Il est souvent en colère aussi, Jean-Luc. Non, la seule fois... Oui, mais enfin, franchement, il y a beaucoup de moments où il est parfaitement souriant que vous auriez pu prendre. Et la seule fois où M. Macron a été présenté de façon un peu désagréable, dans la fameuse couverture de l'Obs sur les migrants, sauf erreur de ma part, le rédacteur en chef qui a décidé cette couverture a fini par être viré de l'Obs, notamment à cause de ça. Donc la méfiance, la colère, la haine, elle n'est pas insensée, tout particulièrement depuis l'élection de M. Macron. Vous n'êtes pas du tout d'accord, enfin, en tout cas Roland Quérol n'est pas du tout d'accord non, mais par exemple, les médias auraient spécialement bien traité Macron pendant sa campagne présidentielle. Moi, j'ai beaucoup participé à beaucoup de médias, mais Gérard aussi, pendant la campagne présidentielle. Ce que nous avons rencontré en permanence pendant l'année qui a précédé l'élection, c'est un doute journalistique permanent sur le thème « il ne peut pas être élu ». Sous la Ve République, si on n'a pas un parti, l'argent de l'État, on ne peut pas être élu. Moi, regardant l'opinion, j'ai pendant un an dû me battre avec les tas de journalistes qui avaient la gentillesse de m'inviter pour leur dire « mais si, c'est en train de se passer, voilà en quoi Macron rejoint de plus en plus l'opinion publique ». Ça n'a pas été une espèce de concert journalistique de louanges pour Macron, c'était un doute et une critique permanente. Au début. Vous avez dit, qui ont amené Emmanuel Macron à l'Élysée pour le coup. Pendant la campagne présidentielle. Mais oui, ça c'est faux. Ça c'est faux. Non, Roland, lorsqu'il est devenu candidat, au début il y a eu un petit moment de doute, c'est tout à fait exact. Non. Et jusqu'à l'élection. Non. Jusqu'à l'élection. Non, Roland, reconnaissez qu'à partir du moment où il a été candidat et que notamment il y avait la menace, ce que je considère comme une menace, de Mme Le Pen au deuxième tour, toute l'opinion publique a été sommée de choisir Macron contre Le Pen. Moi-même, j'ai dû faire un article pour le premier tour en disant « mais laissez-moi quand même voter à gauche au premier tour. Au deuxième tour, si Mme Le Pen est contre M. Macron, je voterai pour M. Macron. » Donc, ne me dites pas que dans tous les mois qui ont précédé la campagne, on ne nous disait pas « votez Macron, votez Macron ». Est-ce qu'on a sommé les Français d'aller voter pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée grâce aux médias? Non, ça fonctionne pas comme ça. Les médias sont pas un parti. Et ce que raconte Jean-Luc Mélenchon en utilisant le mot parti des médias est, à mon avis, très largement faux. Il faut connaître le mode de fonctionnement des rédactions. Les journalistes sont pas une meute de gens qui pensent tous de la même manière et fonctionnent tous de la même manière. Ça ne marche pas comme ça. Ceci étant, j'ai quand même essayé de vous réconcilier parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à avoir cette haine. Non, mais j'essaie pas d'être l'homme de la synthèse. Moi, j'ai quitté la politique pour créer un média. Donc il y a quand même une relation entre la politique et les médias qui est extrêmement importante. Importante et inévitable. Et inévitable et nécessaire à la démocratie. On en revient à ce que disait Roland Quérol tout à l'heure. Les médias et les politiques sont les deux revers d'une même pièce qui est la démocratie. Il y a néanmoins, effectivement, une approche différente de la même matière première. Les journalistes et les politiques travaillent la même matière première, c'est ce qu'on appelle la réalité, le réel. C'est notre matière première à tous. La seule différence, c'est que les politiques veulent la changer, cette matière première, ils veulent faire évoluer le monde, alors que les journalistes veulent la dire. La réalité, ils veulent la transcrire, la donner à leur audimat. Là où je trouve ça juste terrible, c'est qu'il y a eu une époque où les politiques, quand ils voulaient faire de la politique, ils créaient des médias. C'était la Troisième République, c'était un moment, et ça a continué sous la Quatrième et au début de la Cinquième, c'était un moment où quand on voulait avoir une lecture sur le monde, on proposait au grand public sa lecture en créant des médias. Jean Jaurès disait que pour changer le monde, il faut dire le monde, et c'est pour ça qu'il a créé l'humanité. Et il a eu raison de le faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi je suis d'autant plus un partisan du média, que je trouve ça formidable qu'un camp politique qu'on appelle l'insoumission, appelons-le pour ce qu'il est, choisisse de se doter d'un média pour dire sa lecture du monde. Tant mieux, ça c'est le bon réflexe. Du moment que les Français savent ce qu'ils regardent. Je vous interromps juste sur un point, je me permettais de vous interrompre juste sur un point quand vous parlez des journalistes. Est-ce que vous voulez bien faire une distinction tous entre les journalistes, l'immense majorité des journalistes qui d'ailleurs très souvent ont voté Mélenchon d'après ce qu'on me raconte dans les rédactions, et les éditorialistes?
c'est-à-dire ceux qui font quand même une grande partie de l'opinion. La quasi-totalité des éditorialistes français, notamment sur l'économie, sont partisans du libéralisme, sont partisans de la mondialisation. Dites-moi des noms, alors je ne veux pas en citer, mais parce qu'on va donner l'impression mais quasiment tous les éditorialistes sur votre chaîne, comme sur RTL, comme sur Europe, comme partout, il n'y a que France Inter éventuellement. Alors, vous avez regardé l'antenne juste avant l'émission ou pas? Parce que vous en aviez un sur le plateau qui vient tous les week-ends sur LCI. Et tous les jours, on en invite des éditorialistes qui ne sont pas, comme vous dites, des chantres du libéralisme, etc. Ça existe, il y en a. Et ils sont invités sur les plateaux de télévision. Non, écoutez, je ne sais pas à qui vous faites allusion, parce que j'étais au cinéma avec ma fille et j'en sors, donc je n'ai pas vu qui était le merveilleux homme antilibéral et de gauche que vous aviez sur votre plateau. Mais quand je connais, parce que je les connais tous, ce sont des amis parfois, bon, que ce soit Christophe Barbier, que ce soit Apathy, que ce soit Dominique Seux, tous soutiennent quand même un point de vue qui est plutôt, qu'est-ce qu'on va dire, plutôt pro-système ou pro-simplement libéral. Dites-moi, alors je vous pose une question, dites-moi un éditorialiste sur l'économie. Maurice Ulrich était là il y a 1h30 sur ce plateau. Un éditorialiste régulier qui soit anti-libéral vraiment, qui fasse partie des économistes atterrés. Je viens de vous le dire. Les économistes atterrés, j'avais Henri Sterdignac ce matin sur mon plateau. Vous voyez? Mais Maurice Ulrich, vous invitez des gens. Je vous dis qu'ils sont invités sur les plateaux. Là, vous voyez, je trouve que si on veut faire avancer le débat, c'est pas en étant de mauvaise foi. Moi, je suis pas de mauvaise foi pour le coup. Alors, pardon. Allez-y. Je suis tous d'accord avec cette phrase indépassable de Gérard Miller. Soyons pas de mauvaise foi, faisons avancer le débat. De plus intéressant dans votre discours, c'est que vous nous dites, vous faites comme si aujourd'hui 10 éditorialistes faisaient l'opinion en France. Qui croit encore, qui écoute encore Christophe Barbier pour se dire je vais aller voter telle ou telle manière? Personne, Gérard Miller. Et d'ailleurs, les éditorialistes que vous citez régulièrement, en 2005, ils votaient quoi pour la Constitution européenne? Ils votaient manifestement oui. Et ça a voté quoi au final? Ça a voté 55% pour le non. Donc les gens ne sont pas lobotomisés. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand on interroge les gens, est-ce qu'à votre avis, les médias manipulent? Une grande partie des gens répondent oui. Quand on leur demande, est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous êtes manipulé par les médias? Est-ce que vous sentez en tout cas que vous êtes influencé par les médias? Ils répondent évidemment non. Donc il n'y a que des gens qui pensent que les autres sont manipulés, mais qu'eux-mêmes ne le sont pas. En réalité, les gens, globalement, sont des adultes, ils se font leurs opinions, ils sont parfois agacés devant leur petit écran, et parfois ils sont enthousiastes, et ils vont d'ailleurs acheter les livres de la personne qui vient de parler parce qu'ils veulent avoir un propos plus développé, qui n'est pas toujours favorisé par les médias. Ce qui est très frappant aussi pendant la campagne, et moi j'ai vu le documentaire où vous apparaissez un peu d'ailleurs sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a beaucoup de moments où il y a une grande réflexion sur le fond, et il y a aussi beaucoup de moments où il se plaint du traitement médiatique. Et on sent que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée que finalement, s'il n'a pas été qualifié pour le deuxième tour, ce n'est pas la faute de l'insuffisance du programme, ce n'est pas la faute d'un manque de pédagogie, ce n'est pas la faute d'un raté de campagne, c'est la faute des médias qui l'ont coulé. Et de là part aussi cette haine qu'il exprime aujourd'hui. Cette haine et peut-être ce populisme, François Miquet-Marty. Est-ce que ce n'est pas de là que part le populisme? Oui, il part de l'idée selon laquelle on peut effectivement, et je rejoins ce que disait Roland Quérol, on peut inclure les médias dans une entité unique. Au fond, ce qui est consubstantiel à la démocratie, et je pense que Gérard Miller sera d'accord, c'est le pluralisme des médias. Dès lors qu'on considère que tous les médias constituent une entité unique, on est dans la négation du principe même de la démocratie. Aujourd'hui, pour répondre autrement à votre question, on a 30% des Français, 30%, qui estiment qu'on peut se passer d'un système démocratique pour vivre mieux. 30%. Se passer d'un système démocratique pour vivre mieux. Où va-t-on? Je n'ai pas la réponse à cette question que je pose moi-même. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un risque, sinon à trouver des solutions extrêmement concrètes, opérationnelles, ou sinon à ce que chacun fasse son média. C'est ce que vous faites notamment. Et c'est possible dans ce pays. Chacun peut faire son média et dire ce qu'il veut et ce qu'il entend. Et c'est une chance énorme. On a construit, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est fondamental. Le droit à l'expression, le pluralisme des médias. Donc dire, au fond, mettre, je crois, tous les médias dans le même paquet en disant il faut... Qui le fait? Alors, je laisse l'interprétation. Le parti médiatique, quand Mélenchon parle de parti médiatique sur son blog, pardon, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut faire une petite nuance? Le Canard enchaîné, Mediapart, Arrêt sur Image, Marianne, Le Média, je les mets de côté. Je considère effectivement que ces médias, qui ne sont pas possédés par les fameux 9 milliardaires, sont quand même différents. Je mets de côté aussi un peu le service public, qui a des contradictions, mais qui est différent. Par contre, je remarque, et vous êtes ici suffisamment âgé peut-être
pas vous et vous, madame, pour vous rappeler que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir... Non, vous êtes encore plus âgés. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, j'étais déjà là. J'ai gaffé, donc c'est Kérol et moi les plus âgés. Vous êtes assez âgé, Kérol, pour vous rappeler que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, il a eu la volonté d'empêcher la concentration dans la presse. Aujourd'hui, le fait qu'un si grand nombre de médias sont possédés par quelques personnes, c'est incontestable, y compris votre chaîne, y compris TF1, oui. Ça pose un petit problème. Les autres médias, ne les mettez pas dans le même sac. Pour moi, quand je lis le Canard enchaîné, même quand ils me critiquent, je trouve que je lis autre chose. Quand je lis Mediapart, c'est la même chose. Alors, je voudrais qu'on écoute Alexis Corbière et Éric Coquerel. Et justement, notamment, c'est Éric Coquerel qui est sur cette thématique-là, des fameux 9 milliardaires et tout. Donc, on va écouter pour bien comprendre de quoi vous parlez, pour ceux qui n'ont pas entendu encore cet argument-là. Et on va le développer derrière. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que c'est le dernier pouvoir absolu, pourquoi les médias se permettent de faire des choses que nous ne tolérerions pas d'autres institutions? Le système médiatique qui, aujourd'hui, s'est emparé du pays. Elle est simple. 9 milliardaires détiennent 80% des médias. C'est-à-dire, ce contre quoi s'est opposé le Conseil national de résistance, en disant c'est un problème le monopole, en disant c'est un problème que des groupes qui ne sont pas des groupes de presse s'emparent des médias pour la liberté de la presse, pour la liberté de l'opinion. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Bon, alors là-dessus, est-ce que c'est un problème, Roland Quérol ? Parce que moi, j'ai envie de dire à Gérard Miller, est-ce que c'est mieux si c'est possédé par un parti politique? Pardon, mais pour le coup... Bien sûr, je vais vous répondre. Bien sûr que non. Alors, ce qu'on raconte là sur l'histoire des comptes de campagne... Non, d'abord, si vous voulez bien, d'abord sur cette histoire de milliardaires. On vient de l'entendre. Ouais, sur cette... Et oui, mais ce seraient les médias, au service des milliardaires, qui se seraient emparés de cette affaire des comptes de campagne, qui est une affaire qui n'existerait pas. Les comptes de campagne de Mélenchon ont été validés, mais on leur a sucré plus de 400 000 euros de dépenses. Donc il y avait problème. Et le rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne a démissionné pour regretter de ne pas avoir eu les moyens de vérification qu'en effet la Commission n'a pas. C'est ça qui a été rapporté, et ça c'est simplement vrai. C'est pas qu'il y a des esprits troublés qui ont inventé une histoire, c'est qu'elle existe. Vous voyez, Roland, il se trouve, je ne vous donne pas le scoop parce que je l'avais déjà annoncé par Twitter, mais j'ai hier même, pour le média, notre média, invité les journalistes de France Inter qui ont lancé cette campagne. Je leur ai proposé, non pas 3-4 minutes, non pas une petite phrase comme Kérol, je leur ai proposé 1 heure ou 2 heures de débat avec moi sur cette question. Et donc, je l'ai bossé pendant 15 jours. Je ne suis pas journaliste, donc je suis modeste en la matière. Je suis allé à la Commission nationale des comptes, j'ai rencontré même le président Logereau, et donc je vais d'ailleurs, j'espère que vous regarderez cette émission, dire ce que l'on peut penser de ça. Mais par exemple, vous voyez, quand Roland dit les 400 000 euros de facture n'ont pas été validés. Oui. Il faut savoir quand même que d'abord, ça ne s'appelle pas validé, ça s'appelle réformé. Et que c'était le cas pour tous les candidats. Tous les candidats. Macron, Asselineau, Le Pen, et même Madame Le Pen a été réformée, ce qui ne veut pas dire que c'était illégal, pour 900 000 euros. Donc effectivement, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on met l'accent, mais on va l'expliquer dans cette émission, mais tel que vous le présentez, on croirait qu'il n'y a un problème que pour ces 400 000 euros. Ça ne pose aucun problème. C'est pas ça, c'est que le porte-parole... C'est pas des bêtises. Le porte-parole du parti dit que cette histoire est inventée par les journalistes. Pardon ? Non, mais d'accord. Elle n'a pas été inventée par les journalistes. En fait, ce que dit Alexis Corbière dit, les médias ne supportent pas la critique, et tout ça, c'est archi faux. Non, c'est pas archi faux. Non, le problème, c'est qu'on parle souvent des fake news. Il faudrait aussi parler des partial news. C'est-à-dire, c'est pas la même chose qu'on donne d'une information une toute petite partie. C'est presque aussi grave qu'une fausse nouvelle. Mais bon, répondons à la question des 9 milliardaires. Est-ce que c'est un problème? Moi, je trouve absolument terrible le champ lexical qui est utilisé. Le champ lexical qui est utilisé est quand même terrible. Pas par vous, Gérard Miller, mais quand on entend parler de campagne, dès qu'un média fait bosser ses journalistes pour sortir une info, non, ils font juste leur travail, ils font juste leur taf. Il n'y a pas de campagne de Mediapart quand Mediapart va fouiller dans la campagne de François Fillon pour aller en sortir des choses. Il y a juste un boulot de journaliste. Et puis on n'a pas des conférences de rédaction où on se dit aujourd'hui on va se payer Mélenchon, demain on va se payer Marine Le Pen et après-demain on va se payer François Fillon. Et juste au passage, puisque c'est l'exemple cité par Gérard Miller, en l'occurrence France Inter, ça n'appartient pas du tout à un milliardaire. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai mis de côté le service public. Et vous m'avez pas écouté, j'ai dit de côté le service public. Oui, mais vous donnez cet exemple après avoir dit qu'il y a 9 milliardaires qui... Non mais moi j'ai pas encore parlé de ce que je pense de cette enquête. Je ne pense pas au complot, je ne pense pas, et je suis d'accord avec vous. Disons-le ensemble alors, non, mais il n'y a pas de complot. Je crois que c'est ça qui est même presque plus inquiétant, mais il faudrait que j'ai du temps pour l'expliquer. Je crois qu'il y a des effets de système, c'est-à-dire que les journalistes, évidemment, vous n'avez jamais reçu d'ordre, enfin encore que chez Bolloré,
et peut-être même chez TF1, il y a parfois des coups de fil, mais admettons que vous ne receviez jamais d'ordre, mais il y a un effet de système. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une petite musique. Vous évoquiez 2005. Moi, c'est là que j'ai compris. Mais en 2005, pourquoi toute la presse a dit qu'il fallait voter oui? Pourquoi? Comment ça se fait que tous ces gens si différents, si attachés à leur singularité, tous ils ont dit qu'il fallait voter oui? C'est toute la presse ou c'est les éditorialistes maintenant? Quand je dis toute la presse, c'est les éditorialistes et ceux qui font une partie de l'opinion. Parce que les 2/3 de Français qui étaient diplômés d'un niveau supérieur ont voté oui. Et donc que tous les éditorialistes appartiennent à cette catégorie. En général, oui, ils savent lire et écrire, oui. Dites-moi, quand Jean-Luc Mélenchon, après l'émission politique sur France 2, est extrêmement mécontent et j'allais dire cartonne France 2, mais en tout cas, il va assez fort. France 2 n'appartient pas à un milliardaire. Non, c'est vrai. Mais écoutez, ne me demandez pas de faire le procès des médias, mais il se trouve que j'ai été invité, je suis souvent sur les médias, donc je ne vais pas me plaindre de la démocratie qui y règne, mais par exemple, reconnaissez une chose simple, Léa Salamé, que j'aime beaucoup, elle invite Mélenchon. Il fait une émission où il a effectivement des contradicteurs, où parfois c'est dur. On invite M. Blanquer. J'étais dans l'émission juste après. M. Blanquer a été reçu comme on reçoit en Corée du Nord quasiment un grand dirigeant. Aucun contradicteur, à part Corbière à un moment donné. Franchement, je suis resté après pour parler avec le ministre, je le respecte, mais c'était incroyable de voir la différence de traitement, ce qui fait d'ailleurs que 70% des gens ont trouvé Blanquer formidable, mais que par ailleurs personne n'a regardé l'émission. Donc je ne pense pas qu'il y a des ordres, mais je pense, et c'est marrant que Roland a évité la question, je pense que le fait que autant de médias, parlons pas du service public, soient possédés par quelques milliardaires, qu'il y a une telle concentration. Je suis naïf, mais je dis tout le temps cette phrase. Est-ce que celui qui paye, mademoiselle ou madame, est-ce que celui qui paye l'orchestre ne choisit pas la musique? Moi, je le crois. Alors, la réponse de Roland Carroll qui me dit donc je n'ai pas évité la question. Allez-y. Moi, je suis en effet de ceux qui pensent que la concentration d'un grand nombre de médias français entre les mains de groupes privés pose problème. Et qu'elle pose problème plus en France que dans la plupart des pays capitalistes, parce que c'est bien qu'il y ait des groupes de presse pour justement défendre l'autonomie financière de la presse, et que dans la plupart des pays, ces groupes sont des groupes de presse, dont l'intérêt principal est la presse et la communication. Alors qu'en France, aucun de ces groupes n'a son intérêt principal dans la presse et la communication, mais dans l'eau, dans la défense, dans le bâtiment. Voilà. Donc on peut se dire, aïe aïe aïe, c'est embêtant, parce qu'ils ont des intérêts qui pourraient faire porter par leurs propres journaux. Et du coup, cette phrase... Qui a le spectacle choisit la musique. Il y a quand même plein de théâtres et de salles de musique privées en France qui maintiennent un assez beau pluralisme artistique. Donc c'est une caricature dans laquelle je m'étonne que vous tombiez. D'autant que vous ajoutez, je ne dis pas qu'ils sont en permanence agités comme des marionnettes. Ce que dit Mélenchon, agités comme des marionnettes, en faisant les gestes. Vous ne semblez pas penser ça, comme s'il y avait good cop et bad cop chez les Insoumis. Lui, il parle de... Lui, il appelle... Je ne cache pas que je suis un compagnon de route des Insoumis, que j'ai voté Mélenchon. Je ne suis pas moins engagé que vous, sous prétexte que je dis pour qui je vote. J'entends qu'il y en a un qui appelle à la haine contre les médias, que l'autre dit non, on peut simplement comprendre l'antipathie. C'est pas tout à fait la même chose. On sait qu'on s'est partagé les tâches. Est-ce que Gérard Miller, je peux vous poser la question? Si vous l'aviez fait, vous ne l'auriez pas mieux fait. Ça vous arrive d'aller le voir, Jean-Luc Mélenchon, en disant là, tu tapes trop fort? Moi, je le connais depuis quelques années. Je le connais mieux depuis que j'ai fait un documentaire sur lui. Donc, du coup, je l'ai vu. D'abord, comme actuellement, le média... On n'en parle pas, mais ce média se développe et qu'on ne voudrait pas qu'on pense que c'est Mélenchon, pour reprendre l'image, qui nous manipule. Je le vois quasiment jamais. Il m'arrive de lui parler. Je dois dire, je vais vous surprendre, parce que je le connais, y compris dans ce qu'on peut appeler l'intimité. Je suis allé chez lui, j'ai pu le trouver. Je suis un ami, je l'espère. Enfin, en tout cas, moi, je me considère comme tel. Vous ne pouvez pas savoir comme cet homme est doux, comme il est gentil. Je sais que c'est surprenant de vous dire ça. Je le vois dans la vie quotidienne. Non, mais je veux dire par là que dans la quasi-totalité des moments où je le vois, parlant avec, je sais pas, les chauffeurs de taxi ou les gens dans le métro, parce qu'en plus, il prend le métro, ou parlant avec les gens de café, il n'est pas du tout sur ce mode-là. Non, mais quand vous lisez son billet dans son blog, est-ce que vous lui dites, écoute, là, franchement, tu peux pas parler de haine qui est juste. Alors, je vous précise ma position, qui n'est pas d'être un conseiller, ni de le reprendre sur tel ou tel point. Mais si vous me demandez, est-ce que moi, je pense qu'il faut dire que la haine est juste et salutaire, je vous dirais non. Voilà. Donc voilà, si vous voulez que je vous dise ça, mais je ne suis pas gêné de vous le dire. Moi, j'essaye de faire en sorte... On a créé le média
le média tv.fr, que j'espère que de temps en temps, vos téléspectateurs ont la curiosité d'aller voir ce qu'on fait. On l'a créé justement, je ne vais pas dire pour réhabiliter le journalisme, on n'en est pas capable, et puis vous faites votre boulot bien mieux. Mais on l'a créé justement pour essayer de montrer qu'on peut faire une autre forme d'information. Et vous pouvez nous soutenir sur ce point. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre des... Information militante, c'est assumé. Non, mais c'est... Écoutez, ne croyez pas que les gens... Écoutez, ne croyez pas que les gens sont moins militants lorsqu'ils dissimulent leurs présupposés, leur parti pris sous une objectivité trompeuse. Moi, je dis pour qui je vote, je dis quelle est ma sensibilité, je vais sortir un livre d'ici un mois. Moi, j'ai l'impression d'être objectif et je dis pas. Mais vous avez l'impression, c'est peut-être ça la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai l'impression d'être subjectif. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, il y avait des émissions, en sortant de l'émission, j'avais des tweets où en me disant mon Dieu la mélanchoniste, et puis des tweets où c'était oh mon Dieu la macroniste, et puis des tweets où c'était oh mon Dieu la lepéniste. Et vous pensez que vous n'êtes nulle part, c'est ça votre rêve. Mais non, mais ça veut dire, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'à priori, je pense pouvoir être un tout petit peu objectif. Mais allez-y. Je pense que cette subjectivité honnête que vous défendez est une bonne idée. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un bienfait pour la démocratie que des partis pris développent des médias pour dire leur manière de voir les choses, voire même pour proposer leurs contre-enquêtes. C'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'ai signé la tribune pour la création du média et que je continue à penser que cette aventure est une bonne aventure et qu'il faut la soutenir pour ce qu'elle est. Et donc, je reviens aujourd'hui à me dire que je soutiens d'autant le média que je n'en peux plus de lire des billets comme celui de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas développer une haine comme ça du journalisme tout en même temps en développant un média à côté. C'est pas possible. Il y a une schizophrénie qui est pas défendable une seconde. Donc, continuons effectivement à défendre le pluralisme parce que c'est ce qui doit tous nous rassembler, c'est ce sur quoi on doit tous se retrouver. Oui, effectivement, 9 milliardaires qui possèdent autant dans la presse, c'est un problème. Et battons-nous contre ce problème en créant des médias. Et ça, c'est la bonne stratégie. Pas seulement. Il y a aussi une évolution globalement positive du pluralisme dans les médias, malgré cette concentration que je regrette. Il fut un temps où le pouvoir politique était très intervenant sur les médias. Bien sûr. Vous vous rappelez peut-être que François Mitterrand, président de la République, avait écrit une lettre publique au président de la deuxième chaîne pour l'inviter à inviter plus souvent le Front National sur les antennes. Et que l'heure de vérité a suivi intégralement cette demande du président Mitterrand, qui avait visiblement une idée en tête, de diviser la droite. Et c'est chaque passage à l'heure de vérité qui a ponctué les montées dans les sondages de l'IFOP et de la Sofres à l'époque, auprès des Français. Donc il y avait ce genre d'intervention incroyable et parfois publique. Public et assumé, oui. Je pense que nous n'avons plus cela aujourd'hui en France. C'est un progrès. De la même façon, on a tous entendu parler d'interventions directes et téléphoniques de certains des patrons de presse pour essayer de faire soutenir leurs copains politiques. Il y a assez de mélenchonistes chez les journalistes pour que vous sachiez que ça n'est pas le cas. Voilà, je trouve que évidemment il y a des problèmes structurels, mais évidemment aussi les choses ont changé et vont dans le bon sens et pas dans celui que dit votre bad cop. Alors, ce sera le bad cop. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure au sujet d'Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon, on va écouter Marine Le Pen sur son rapport aux médias et notamment au sujet d'Emmanuel Macron. Écoutez. Est-ce qu'ils sont trop pro-Macron, les médias, Marine Le Pen ? Ah, ils ont l'air séduits, ça c'est sûr. Hein. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont l'air séduits. Mais comment on dit déjà, très vulgairement, lèche, lâche, lynche, qui profite bien de cette période. Bon, c'était la critique principale ces derniers mois, on l'a évoqué avec Gérard Miller tout à l'heure. François Mickey-Marty, les médias à la solde de Macron, ça prend dans l'opinion ce genre de choses ou pas ? On a dit beaucoup. Oui, ça peut prendre en partie parce que ça renvoie à l'idée du complotisme d'ailleurs, dont Jean-Luc Mélenchon utilise le terme. Et dès lors que l'on évoque l'idée d'un complot, ça trouve un écho. Voilà. Et on le voit d'ailleurs autour de ce débat. Il est difficile d'apporter des éléments d'illustration, de preuves, etc. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement sensible. La particularité de la période actuelle, c'est qu'on a plusieurs dirigeants de politique très importants qui construisent toute une partie de leur discours contre le système médiatique qui, quand même, je pense aussi ce que disait Roland Carolle tout à l'heure, leur a permis. On entend beaucoup Marine Le Pen, on entend beaucoup Jean-Luc Mélenchon, on entend beaucoup Emmanuel Macron dans les médias. Le temps de parole est comptabilisé pendant les campagnes présidentielles. Donc, moi, il me semble que cet exercice-là est dangereux, collectivement. Pas pour chacun des candidats, mais dangereux collectivement. On parle de Marine Le Pen, on parle de Jean-Luc Mélenchon, on va écouter Emmanuel Macron, puisqu'il a aussi son avis sur la question. Les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop
trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Et encore une fois, je pense qu'il y a un journaliste. Mais vous me parlez. Mais donc parlez-moi du problème des Français. Là, ça fait 5 minutes que vous me parlez, vous ne me parlez plus de problèmes de communication, des problèmes de journalisme. Vous ne parlez pas de la France. Savoir si je prépare mes vœux de jour, de nuit, s'ils seront debout, assis, couchés ou que... n'a aucun intérêt. Et je crois, pour pouvoir vous le dire, que ça n'est même pas les questions que se posent les Français. Les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. Jean Massier, il a un langage un peu plus châtié que ce qu'on expliquait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas beaucoup plus tendre. Non, c'est pas beaucoup plus tendre. Et je suis content qu'on ait pu voir ce petit montage qui rappelle qu'Emmanuel Macron, lui aussi, joue à ce petit jeu de moi le peuple, moi les Français, et en face les méchants journalistes. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, se permet des commentaires sur le travail interne des rédactions absolument scandaleux de la part d'un président de la République qui pourtant devrait aspirer à plutôt rassembler les gens et préserver la démocratie plutôt qu'autre chose. Quand il s'est permis de dire que France Télévisions était la honte du service public, je peux vous dire que ça a fait mal à beaucoup de journalistes qui s'étaient battus pour que le service public soit à la hauteur de son devoir de service public pendant la campagne présidentielle. Donc je trouve qu'Emmanuel Macron, lui aussi, il joue sa petite partition dans ce petit concert des politiques contre les médias, qui est assez insupportable à entendre, et qu'il gagnerait lui aussi à faire moins de commentaires sur les commentateurs et à plutôt bosser pour aider les journalistes à travailler. Autant je suis d'accord avec vous lorsqu'il vise... France Télévisions, ils visent notamment le service public et manifestement ils ont l'intention à ce gouvernement de détruire le service public, mais c'est un autre problème. Par contre, je dois dire que je suis assez d'accord avec lui. Pourtant, je ne suis pas, même si j'ai voté pour lui au 2e tour macronien, parce que on parlait tout à l'heure de Mélenchon. Je demande là encore à vos téléspectateurs de regarder le blog de Mélenchon. La phrase sur la haine que vous avez citée, c'est une phrase parmi 10 pages. Et très souvent, lorsque Mélenchon parle de son programme, de son désir de faire telle ou telle modification, chaque fois, vous allez chercher la phrase où il vous Gérard Miller, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, Gérard Miller. Ah non, mais c'est ce que vous pensez. Alors, pour le coup, je peux vous dire que lorsque je parle avec lui, ce qui m'arrive parfois, on parle du programme, on parle de ce que font les députés insoumis et très peu de la presse. Enfin, là, je ne peux pas vous laisser dire qu'on va chercher la petite bête. Pas du tout. Je vous dis que vous choisissez. Il écrit des livres entiers, vous choisissez les passages où il parle de vous. Vous avez entendu ce que vient de dire Roland? Non, j'ai pas entendu. Il a qu'à nous parler comme il parle à Gérard. Il parle sans doute d'une autre façon à ceux à qui il fait confiance, peut-être. Ça, je ne sais pas. Il faut faire confiance au peuple. Allez-y. Au peuple, certainement. Pour revenir à Macron. Des journalistes, puisqu'on est revenu malgré nous à Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à Emmanuel Macron, il y a quand même un paradoxe dans ce qui est dit là par le président de la République, c'est-à-dire que lui-même, quand il dit vous êtes toujours sur des enjeux de communication, en fait ne se prête pas à l'exercice journalistique. Il a verrouillé de manière incroyable sa parole publique. Seule exception, il a répondu au téléphone de Cyril Hanouna. Donc quand on prétend vouloir faire du fond, c'est pas particulièrement l'endroit, même si on a beaucoup de respect évidemment tous pour Cyril Hanouna, pour aller expliciter sa politique dans le détail. Chaque micro-amendement, chaque point de la loi travail ou de la réforme de la SNCF, c'est pas chez Hanouna qu'on pourra le faire. Et puis il y a aussi peut-être sans doute une responsabilité des journalistes qui suivent l'Élysée et de la presse, de certains d'entre eux en tout cas, qui ont petit à petit accepté des pratiques qui n'avaient pas lieu avant. Et je pense notamment au fait qui est rendu possible par les réseaux sociaux, par les moyens technologiques, qui est une caméra de l'Élysée qui suive en permanence Emmanuel Macron et qui remplace dans certains cas le regard journalistique objectif d'une caméra, d'un micro, du service public ou des entreprises privées. Je prends un seul exemple. Pool, comme on dit, hein. Exactement, un pool. Je prends un seul exemple. C'était devant les jeunes agriculteurs il y a quelques jours, quand Emmanuel Macron a fait un discours devant eux. L'Élysée avait dit: vous les journalistes, vous pouvez être dans la salle de presse, encore heureux, mais vous ne pouvez pas avoir de caméra ou de micro. Vous pouvez juste regarder comme ça. Et donc, concrètement, s'il y avait eu un incident du type casse-toi pauvre con, époque Nicolas Sarkozy, c'était au Salon de l'Agriculture d'ailleurs, les journalistes n'auraient pas eu l'image, l'Élysée aurait eu l'image. L'Élysée a fourni l'image ensuite. N'aurait pas pu. Non, mais je parle quand il déambule vraiment, c'est-à-dire au-delà du discours. Là, il n'y avait plus d'image qui était indépendante, entre guillemets. Et là, c'est aussi un problème contre lequel les journalistes doivent se rebeller. C'était une information Canal+, si je ne dis pas de bêtises. C'était une information du Parisien. Du Parisien. Le Parisien TV. C'était le Parisien TV. Et ça, c'est une information. Absolument. Bon, finalement, Emmanuel Macron, lui non plus, nous aime pas beaucoup. C'est plutôt rassurant pour nous deux. On est les deux seuls journalistes sur le plateau. Non, mais c'est devenu, outre les critiques qu'on peut se faire les uns les autres, et
On parle de corporatisme, mais il suffit de lire certains organes de presse pour voir que ça tire un peu entre les titres aussi régulièrement. C'est devenu une nouvelle pensée unique en réalité de tirer sur les journalistes. On le voit que chacun le fait avec ses mots, avec ses arguments, avec son dolorisme, en pensant lui être la cible alors que les autres seraient mieux traités. C'est devenu une sorte de lieu commun, de poncif de la politique. Allez, le dernier mot pour vous, on a fini dans 30 secondes. C'est pas un peu dangereux quand même? Il faut parfois que les journalistes aussi fassent, sinon leur autocritique comme à la grande époque soviétique, au moins se posent la question, peut-être sont-ils en partie quand même. Vous avez vu pourquoi on a fait cette émission? On a posé la question dans cette émission. C'est ça qui laisse des chances, vous avez raison, à des nouveaux médias comme le nôtre, où on ne va pas faire mieux, on va faire autrement. Est-ce qu'on peut faire autrement que ce que les médias mainstream font? Peut-être que ça réconciliera les Français avec l'information, peut-être. Il faut que les Français sachent ce qu'ils consomment comme information. Voilà. Il faut savoir ce qu'on consomme comme information, comme il faut savoir ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Gérard Miller, sur le plateau de cette émission.